Donc, le Talmud, donc on est au 7. Shabbat. La vallée évoquée dans la Mishnah de Seharot est inhabituelle, car elle fait référence à un cas où elle est entourée de cloisons hautes de 10 palmes. Conformément à ce qu'a dit Ula de Morbeni, Rabbi Yohanan de Morbeni a dit une enceinte Karpef, une grande cour qui n'est pas attendante à la maison et ne sert pas directement à la maison, qui est plus grand qu'un champ qui produit une récolte de demeure, qui n'est pas à l'origine entourée d'une clôture à des fins de résidence, mais d'une cloison pour protéger ses biens. Et même si elle est aussi grande qu'un champ qui produit une récolte d'un corps, 30 fois de la taille d'une mer, et même de 2 corps, il est toujours considéré comme un domaine privé. Et par conséquent, celui qui y jette un objet du domaine public pendant Shabbat est responsable. Quelle est la raison pour ça? C'est une cloison qui entoure l'enceinte et son statut juridique s'apparente à celui d'une cloison dans tous les sens du terme, sauf qu'elle est dépourvue de résident. Même si les rabbins étaient stricts à l'égard de cette enceinte en raison d'un manque d'habitants et interdisaient d'y circuler comme s'il s'agissait d'un carmélite. Cela n'annule pas son statut juridique primaire selon la loi de la Torah. C'est un domaine privé à part entière. Il en va de même pour la vallée submentionnée. La vallée est un vaste espace entouré de cloisons érigées à des fins de protection et revêt ainsi le statut de domaine privé. La Guémara demande, certes, dans l'explication de la Mishnah, Rabbi Ashi de Morbeni n'a pas dit conformément à l'opinion d'Ula de Morbeni, car il en a fourni une raison. Cependant, quelle est la raison pour laquelle Ula de Morbeni n'a pas dit conformément à sa propre halara qu'il a citée au nom de Rabbi Yohanan? La Guémara répond. Ula de Morbeni aurait pu vous dire. Si la Mishnah fait référence à un cas où elle a des cloisons, appellerait-elle cet endroit une vallée? C'est une enceinte. L'implication du mot vallée est qu'il n'y a aucune cloison. Et Rav Ashi de Morbeni défend son opinion en disant la langue enseignée dans la Mishnah est domaine privé et non une carmélite. Par conséquent, son explication se rapproche davantage du langage de la Mishnah. Dans la Tosefta, la liste des lieux dont le statut juridique est celui de carmélite comprend également le carmélite. Les Gemara demandent tous les autres lieux qui y sont énumérés, c'est-à-dire une mer, une vallée, une colonnade. Ne sont-ils pas également des carmélites? Si oui, quelle est cette carmélite qui est mentionnée en bonne place ici? La Gemara répond, parce que Rav Dimi de Morbeni vint d'Eretz Israël en Babylonie. Il dit que Rabbi Yohanan de Morbeni avait dit cet ajout de carmélite n'était nécessaire que pour enseigner le cas d'un coin adjacent au domaine public, ou bien que parfois les multitudes poussez-vous et entrez-y, car son utilisation n'est pas pratique. Il est considéré comme un carmélite. De même, lorsque Rav Dimi de Morbeni vint d'Eretz Israël en Babylonie, il rapporta que Rabbi Yohanan de Morbeni avait dit entre les piliers le long du domaine public est jugé comme un carmélite. Quelle est la raison pour ça? Bien que les multitudes s'y promènent, puisqu'elles ne peuvent y marcher de manière directe et ininterrompue. Elle est considérée comme une carmélite. Rabbi Zera de Morbeni a dit que Rabbi Yehuda de Morbeni a dit. La même chose est vraie pour le banc, qui se trouve devant les piliers sur lesquels les marchands déposent leurs marchandises. Il est considéré comme un carmélite. La Gemara commente, selon celui qui a dit qu'entre les piliers est considéré comme un carmélite. À plus forte raison, un banc qui est considéré comme un carmélite. Cependant, selon celui qui a dit qu'un banc est un carmélite, on pourrait dire que c'est si spécifique en ce qui concerne un banc parce que son utilisation est peu pratique. Cependant, l'espace entre les piliers dont l'usage est commode ne serait pas considéré comme un carmélite. Autre version de cette affirmation. Cependant, entre les piliers où parfois marchent les multitudes, il est considéré comme le domaine public. En ce qui concerne la question du savoir dans quelle mesure l'utilisation des multitudes détermine si un lieu spécifique est considéré comme un domaine public, la Guémara cite la Lara selon laquelle Rabba Bar Shela de Morbeni a dit que Rav Ishda de Morbeni a dit si une brique verticale était placée dans le domaine public et que quelqu'un a lancé un objet à une distance de 4 coudées et qu'il a collé l'objet sur le côté, il est possible de le lancer dans le domaine public. Mais si l'objet atterrit sur la brique, il n'est pas responsable. Parce que les multitudes ne marchent pas sur la brique. Celle-ci ne constitue pas un domaine public à part entière. C'est Abéi de Morbeni et Rava de Morbeni qui dirent tous deux. Et c'est précisément lorsque cette brique mesure au moins 3 palmes de haut,
car alors les multitudes ne marchent pas dessus. Et par conséquent, même si l'abri se trouve dans le domaine public, elle est considérée comme un domaine indépendant. Cependant, les épines et les arbustes, même s'ils ne mesurent pas 3 palmes de haut, ne sont pas considérés comme faisant partie du domaine public, puisque les gens ne marchent pas sur des épines. Ces zones ne peuvent pas être considérées comme faisant partie du domaine public. Et il y a Barab, dans le Béni, a dit, même l'endroit où se trouvent des épines et des arbustes dans le domaine public, s'ils sont bas, est considéré comme faisant partie du domaine public. Toutefois, un endroit du domaine public où se trouvent des matières fécales n'est pas considéré comme faisant partie du domaine public, car les gens ne s'y promènent pas. Et Ravashi de Marbéni a dit, même l'endroit du domaine public où il y a des excréments est considéré comme faisant partie du domaine public, car en fin de compte, les gens qui se précipitent au travail ne prennent pas soin de l'éviter et marchent dessus. Rabat de Marbéni de l'école du Rav Shelah de Marbéni a dit, lorsque Rav Dimi de Marbéni est venu d'Eretz Israël en Babylonie, il a dit que Rabbi Yohanan de Marbéni a dit, il n'y a pas de carmélite de moins de 4 paumes. Et Rav Shechet de Marbéni ajouta et dit, et le carmélite s'étend jusqu'à 10 largeurs de main. En ce qui concerne la formulation du Rav Shechet de Marbéni, la Gemara s'est demandé quel est le sens de la phrase, et s'étend jusqu'à 10. Si vous dites cela, cela signifie qu'il y a une cloison de 10 largeurs de main qui l'entoure, alors il est considéré comme un carmélite. Et sinon, il n'est pas considéré comme un carmélite. Et n'est-ce pas un carmélite? Rav Gidel de Marbéni n'a-t-il pas dit que Rav Iya Bar Yosef a dit de Marbéni que Rav a dit? Une maison qui n'a pas de mur à l'intérieur de 10 palmes de haut et dont le toit atteint une hauteur de 10 palmes au-dessus du sol. Sur son toit, on peut le porter en entier, car son toit est un domaine privé dans tous les sens. Et à l'intérieur, on ne peut porter que 4 coudées, car à l'intérieur, la hauteur est insuffisante pour en faire un domaine privé. Il conserve le statut de carmélite, apparemment. Même une zone de moins de 10 paumes de hauteur a le statut juridique de carmélite. Quel est plutôt le sens de la formulation de Rav Shechet de Marbéni, et s'étend jusqu'à 10, apparemment, jusqu'à 10 palmes, sont ce qui est dans les paramètres d'un carmélite. Et au-dessus de 10 palmes n'est pas un carmélite. Et comme Shmuel de Marbéni a dit à Rav Yehuda de Marbéni, érudit passionné, Shinana, ne vous mêlez pas de questions concernant les affaires de Shabbat au-dessus de 10 paumes. La Gemara précise au sujet de quel alara et dans quel contexte Shmuel de Marbéni a-t-il fait cette déclaration. Si vous dites que son intention était qu'il n'y a pas de domaine privé au-dessus de 10 paumes, Rav Yehuda de Marbéni n'a-t-il pas dit? Celui qui a enfoncé un bâton dans le sol du domaine privé a lancé un objet du domaine public. Et celui-ci est tombé dessus. Même si le bâton avait 100 coudées de haut, il en est responsable, puisque le domaine privé s'étend jusqu'au ciel. Apparemment, il existe un domaine privé, même au-dessus de 10 paumes. Daf 7b. Suggérer plutôt que Shmuel de Marbéni voulait dire qu'il n'y a pas de domaine public au-dessus de 10 largeurs de main. C'est une Mishnah, et pourquoi répéterait-il une Mishnah explicite, comme nous l'avons appris dans une Mishnah? Quant à celui qui jette un objet à 4 coudées dans le domaine public et que l'objet s'arrête sur un mur situé dans le domaine public à plus de 10 paumes du sol, c'est comme s'il lançait un objet dans les airs et n'y a jamais atterri. S'il s'arrête à moins de 10 paumes du sol, c'est comme s'il jetait un objet au sol. Il s'agit d'une Mishnah explicite déclarant que la zone du domaine public ne dépasse pas 10 paumes du sol. Il faut plutôt que la déclaration de Shmuel de Marbéni faisait référence à un carmélite. Il n'y a pas de carmélite au-dessus de 10 paumes. Et si c'était le cas, les sages étaient indulgents à l'égard d'un carmélite et appliquaient certaines indulgences du domaine privé et certaines indulgences du domaine public. La Gemara précise quelle indulgence du domaine privé, que s'il y a une superficie de 4 palmes, alors c'est un carmélite. Et s'il n'y a pas une superficie de 4 palmes, c'est simplement un domaine exempté. Quelle indulgence du domaine public, que jusqu'à une hauteur de 10 palmes. C'est un carmélite au-dessus de 10 palmes, n'est pas un carmélite. Concernant le sujet lui-même, il a été mentionné ci-dessus que Rav Yidel de Marbéni a dit que Rav Iya Bar Yosef a dit de Marbéni, que Rav a dit, une maison qui n'a pas à l'intérieur des murs de 10 palmes de haut et dont le toit atteint une hauteur de 10 palmes au-dessus. Le sol sur son toit, on peut le porter en entier, car son toit est un domaine privé dans tous les sens et à l'intérieur on ne peut porter que 4 coudées. Car l'intérieur de la hauteur est insuffisant pour en faire un domaine privé, il conserve du carmélite statut. À propos de cet alara, Abbaye de Marbéni a dit, et s'il creusait une superficie de 4 largeurs de main sur 4 dans le sol de la maison qui est à l'endroit où le creusement a eu lieu, sa hauteur jusqu'au plafond atteint 10 largeurs de main. La maison devient un domaine privé. Il est permis de transporter dans toute la maison. Quelle est la raison pour ça? La zone creusée est un domaine privé. Le reste de la maison lui est accessoire et assume le statut juridique des trous de domaine privé et des trous du domaine privé. Bien qu'il n'ait pas la mesure du domaine privé, domaines sont considérés comme le domaine privé lui-même. Comme il a été dit, tout le monde s'accorde pour dire que les trous du domaine privé sont considérés comme le domaine privé,
puisqu'ils sont englobés dans le domaine privé, ils sont jugés comme lui. En revanche, s'ils étaient en désaccord sur les trucs du domaine public, Abbaye de Morbenie dit ils sont considérés comme appartenant au domaine public. Et Rabat de Morbenie dit ils ne sont pas considérés comme appartenant au domaine public. Il s'agit soit d'un carmélite, soit d'un domaine exonéré. Rabat de Morbenie dit à Abbaye de Morbenie, d'après toi, qui a dit que les trous du domaine public sont considérés comme le domaine public. En quoi est-ce différent de cet alara? Comme lorsque Rab Dimi de Morbenie vint en Eretz Israël, en Babylonie, il dit que Rabbi Yohanan de Morbenie avait dit, cet ajout de carmélite à Tosefta n'était nécessaire que pour enseigner le cas d'un coin adjacent au domaine public. Et selon votre opinion, que ce coin soit comme les trous du domaine public, que son statut juridique soit celui du domaine public lui-même et non celui d'un carmélite. Abbaye de Morbenie a répondu, il y a une distinction entre les cas. Là, au coin, son usage n'est pas commode. Ici, les trous du domaine public, leur utilisation est commode, puisqu'il est commode d'utiliser les trous du domaine public et qu'ils sont effectivement utilisés et constituent un domaine public dans tous les sens du terme. La Guémara a soulevé une difficulté supplémentaire pour l'opinion d'Abbaye de Morbenie. Nous avons appris dans une Mishnah à propos de celui qui jette un objet à 4 coudées dans le domaine public, et l'objet s'arrête sur un mur situé dans le domaine public à plus de 10 palmes du sol. C'est comme s'il lançait un objet en l'air et qu'il n'atteignait jamais. S'il s'arrête à moins de 10 paumes du sol, c'est comme s'il jetait un objet à terre. Il est responsable. Et nous avons discuté de cet alara. Quelle est la raison pour laquelle, lorsque le mur n'a pas 10 paumes de haut, c'est comme s'il l'a jeté à terre? L'objet ne s'est pas immobilisé sur le mur, car il est vraisemblable que l'objet a heurté le mur puis est tombé au sol. Puisqu'il n'a pas eu d'acte de placement, il n'a pas effectué le travail interdit de portage sur le domaine public. Et Rabbi Yohanan de Morbenie a dit qu'il avait appris cette Mishnah comme faisant référence à un cas où il avait jeté un juteux gâteau de fille qui collait au mur et y restait. Et si vous pensez à dire que les trous du domaine public sont considérés comme le domaine public, pourquoi ai-je besoin d'établir que la Mishnah fait référence au cas d'un gâteau de figue juteux? Établissons-le simplement comme se référant au cas d'une pierre ou d'un objet ordinaire ou qu'il s'est arrêté dans un trou. Parfois, Abbaye de Morbenie répondait à la question en disant qu'une pierre ou un objet est différent d'une figue juteuse dans le sens où ils reviennent lorsqu'ils sont lancés et ne viennent pas rester dans le trou. Il était donc plus simple d'établir la Mishnah dans le cas d'une figue. Et parfois, répondant en disant que la Mishnah faisait référence à un mur sans trou. Et d'où trouve-t-il un appui à cette explication? De ce que nous avons appris dans la première clause de la Mishnah. Celui qui lance plus de 10 paumes du sol, c'est comme s'il lançait en l'air et que l'objet n'atteignait jamais. Et s'il vous venait à l'esprit de dire que nous parlons ici d'un mur qui a un trou, pourquoi serait-ce comme s'il avait lancé en l'air et qu'il n'avait jamais atterri? Reposer dans un trou, et ce trou est un domaine privé, car il mesure plus de 10 paumes et c'est ainsi que le travail interdit de transport a été accompli. Et si vous dites que la Mishnah fait référence à un cas où les trous n'ont pas une superficie d'au moins 4 largeurs de main sur 4, qui est courant pour les trous dans le mur, et dont les trous ont un statut du domaine exempté, n'est-ce pas, Rav Yehuda? Disons que Rabbi Iya de Morbenie a dit celui qui a lancé un objet à plus de 10 paumes à l'objet étalé est venu se poser dans un trou ou n'importe quelle taille. Nous en sommes arrivés dans cette affaire à la dispute entre Rabbi Meir de Morbenie et les rabbins. La décision de savoir s'il y a ou non une interdiction dépend d'une analyse de ce différend. Le rabbin Meir soutient que dans tous les cas où une certaine superficie minimale est requise pour une alara spécifique, prennent effet où la zone existante est plus petite. Si, théoriquement, les circonstances permettent de découper et de créer une zone de la taille requise, on considère qu'il s'agit d'une zone minimale, comme s'il et découper l'espace pour le compléter, c'est-à-dire que l'espace avait le statut juridique comme s'il avait été réellement agrandi. Les rabbins estiment qu'on ne crée pas l'espace pour le compléter. Le statut juridique de la zone correspond plutôt à sa taille réelle. Par conséquent, selon Rabbi Meir, si un objet atterrit dans un petit trou, on considère la zone comme si elle avait été creusée pour compléter le trou à 4 largeurs de 4 mains. Son statut juridique s'apparente à celui d'un domaine privé dans tous les sens du terme. Ne pouvons-nous pas plutôt conclure de la Mishnah qui soutient que celui qui jette un objet sur un mur à plus de 10 paumes, c'est comme s'il jetait en l'air, qu'il s'agit d'un mur qui n'a pas de trou et que la possibilité de découper l'espace n'a jamais été évoquée? La Guémara conclut en effet, concluez-en. La Guémara revient encore une fois sur le sujet mentionné ci-dessus en passant elle-même. Gufa. Rav Hishda de Morbenie a dit celui qui a enfoncé un bâton dans le sol du domaine privé sur lequel repose un objet qu'il a lui-même lancé du domaine public, même si ce bâton faisait 100 coudées de haut, est responsable. La raison est que le domaine privé s'élève vers le ciel. La Guémara suggère, disons que lorsque le Rav Hishda de Morbenie a dit que sa déclaration elle était conforme à l'opinion du Rabbi Yehuda Anassi de Morbenie, Ta'anim était en désaccord sur une question similaire, comme cela a été enseigné dans une Beretta. Celui qui a jeté un objet pendant le Shabbat dans le domaine public, et l'objet reposait sur une protection
de n'importe quelle taille. Rabbi Yehuda Hanassi de Morbeni le considère comme responsable et les rabbins le jugent exempté. Par conséquent, ce n'est que selon l'objet repose sur une zone d'une taille spécifique et dont la déclaration de Rabbi Gilal de Morbeni concernant le bâton ne peut être que conforme à l'opinion du rabbin Yehuda Hanassi de Morbeni. Donc on continuera demain pour le DAF 8a du Shabbat. Donc merci aux références. Appuyez sur un like pour référencer, partager, pour que le plus grand nombre puisse avoir connaissance des parachas, des études à suivre. Merci. Toda Rabba.